Bonjour et bienvenue à cet événement virtuel sur le thème des droits des personnes migrantes organisé par Amnesty International Canada francophone. Je suis Chris Bergeron, autrice et vice-présidente au contenu chez Cossette et j'animerai cette conférence. Avant de commencer, je vous indique quelques détails techniques. Votre micro est désactivé pour une meilleure audibilité des intervenants et intervenantes. Il y aura une période de questions et réponses à la fin des interventions qui sera réservée aux médias. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal et je voudrais reconnaître que nous nous trouvons en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Je suis avec 5 intervenants et intervenantes expertes aujourd'hui. Je salue donc France Isabelle Langlois, Guillaume Clich-Rivard, Ramatoulaye Diallo, Viviana Medina et Mamadou Konaté. Ensemble, nous allons faire le tour des droits des personnes migrantes et faire la lumière sur un enjeu de société qui nous concerne toutes et tous. Dans les dernières années, les derniers mois, on a tous entendu parler du chemin Roxham, de centres pour personnes migrantes, de travailleurs à statut précaire, de ceux et celles qui ont continué à travailler même durant la pandémie et dans des conditions de travail précaires pour assurer des services essentiels. Ma première question donc est pour France Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Pourquoi lancer aujourd'hui des actions pour la défense des droits des personnes migrantes? Je crois qu'on a un petit bug. Est-ce que France Isabelle est là? Isabelle, tu es en muet. Désolée, je pensais que c'est vous qui gériez le micro. Alors, je reprends. Donc, bonjour. Merci, Chris. Alors, je disais donc que le mandat d'Amnesty International est de veiller à la réalisation pleine et entière de tous les droits humains de toutes et tous, partout à travers le monde, à commencer par le Québec et le Canada, où, en dépit d'un état de droit effectif, les personnes les plus vulnérables et marginalisées voient encore leurs droits bafoués et parfois de façon outrancière. C'est notamment le cas des personnes migrantes. C'est donc à ce titre que nous avons fait le choix de lancer la campagne essentielle en vue de faire reconnaître les droits des travailleurs et des travailleuses essentielles au Québec et au Canada, qui le plus souvent sont des personnes issues de l'immigration récente et pour nombre d'entre elles sont des personnes sans statut ou ayant un statut précaire. Cela les rend vulnérables à de multiples formes d'abus et d'exploitation. Elles sont d'ailleurs souvent à la merci des agences de placement, sans scrupules. Elles sont mal rémunérées et les conditions de travail auxquelles elles sont astreintes sont bien en deçà des normes minimales du travail. Donc, en vertu des chartes québécoises et canadiennes des droits de la personne et en vertu des obligations internationales du Canada et du Québec, dont la Charte universelle des droits de l'homme, plusieurs traités relatifs aux droits du travail et le récent Pacte mondial pour l'immigration, tant le Québec que le Canada ont l'obligation de s'assurer de la protection pleine et entière de toute personne se trouvant sur leur territoire, peu importe leur statut. En ce moment, malgré l'intention louable des deux paliers de gouvernement de régulariser le statut migratoire de personnes occupant une fonction considérée essentielle pour le bon fonctionnement social et économique de la société, particulièrement en temps de pandémie, tant le Québec que le Canada sont en défaut vis-à-vis de leurs obligations. D'abord, la régularisation annoncée n'est toujours pas effective, mais surtout, elle exclut plusieurs catégories de personnes sans statut ou à statut précaire, y compris dans le secteur de la santé, mais dans d'autres secteurs également. Et Maître Guillaume Clich-Savard prendra la parole après moi et vous présentera donc toutes ces exceptions. Et vous pourrez constater à quel point ça fait beaucoup d'exclus. Des raisons humanitaires évidentes imposent donc que les deux gouvernements élargissent leurs critères d'admissibilité afin que tous ceux et celles qui le souhaitent puissent régulariser leur statut. Et donc, avec la campagne essentielle, c'est ce qu'Amnesty demande au gouvernement du Québec et du Canada, soit d'instaurer avec célérité une initiative inclusive,
comme cela a déjà été fait dans le passé à au moins 2 reprises, et à l'instar d'autres pays comme la Colombie et les États-Unis qui ont annoncé récemment la régularisation de millions de personnes se trouvant sur leur territoire. Au Québec et au Canada, on parle d'un nombre somme toute très petit de personnes qui verraient ainsi leur statut régularisé et donc leur droit à la santé, à la sécurité et à un travail décent respecté, pour ne nommer que ces droits. Enfin, au-delà de la pandémie et au-delà de la question du travail essentiel, les gouvernements doivent s'attaquer rapidement à l'enjeu critique de la vulnérabilité des personnes migrantes qui, quel que soit leur statut, se retrouvent trop souvent dans des secteurs d'activité qui, pour essentiels qu'ils soient, sont précaires, sous-payés, dangereux et à la merci d'agences de placement et d'employeurs qui n'ont aucune gêne à attenter à la dignité la plus élémentaire d'être humain. Voilà. Merci. Merci. Ma prochaine question s'adresse à Guillaume Clich-Rivard, avocat et président de l'Association québécoise des avocates et avocats en droit de l'immigration. En décembre 2020, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont ouvert un programme spécial pour régulariser les statuts et accorder la résidence permanente à certains demandeurs d'asile ayant travaillé dans le secteur des soins de santé pendant la pandémie. L'objectif affiché de ce programme est la reconnaissance de la contribution de nombreux travailleurs migrants et travailleuses migrantes essentielles pendant la pandémie. Cependant, le programme ne vise que les demandeurs d'asile ayant occupé certains postes dans le secteur des soins de santé. Maître Clich-Rivard, pouvez-vous nous expliquer les restrictions liées à ce programme spécial et pourquoi il est essentiel de l'élargir? Bonjour, merci beaucoup pour la question et merci pour l'organisation aujourd'hui de cette magnifique initiative d'Amnesty International. Alors écoutez, le programme qu'on connaît depuis décembre, en fait, qui est ouvert depuis décembre, comme vous l'avez dit, est essentiellement limité à ceux qui ont donné des services de soins de santé durant la pandémie. Et donc, on se base sur des titres d'emploi ou des titres de profession qui sont absolument limités là, aux préposés aux bénéficiaires, aux aides de services ou à ceux qui ont directement dispensé des soins. Mais plusieurs autres ont pris des grands risques dans notre population et plusieurs autres méritent de la même façon qu'on reconnaisse et qu'on octroie des récompenses beaucoup plus globales et beaucoup plus larges à cette situation ou à cette population très vulnérable qui vit sur notre territoire. Alors, je pense qu'en emploi ou en termes d'emploi ou en termes de personnes, je pense qu'il est essentiellement très important d'élargir pour qu'on puisse avoir un programme beaucoup plus juste et beaucoup plus représentatif des sacrifices et du travail qui a été fait par une très grande partie de notre population sans statut, mais également en termes de date, en termes de temps, parce que le programme tel qu'on le connaît oblige ou requiert un certain nombre de travail important avant le 14 août 2020. C'est donc dire que ceux et celles qui ont fait du travail, même dans les soins de santé, post-août 2020, ne sont pas qualifiés pour le dit programme. Alors, il y a des limitations là déjà de manière très importante, et ce, alors que malheureusement, la COVID continue. Malheureusement, on continue de faire les frais de cette pandémie et la situation est très précaire actuellement pour ces personnes-là, mais aussi pour les Québécois et Québécoises qui comptent essentiellement et énormément sur ces populations-là, statut précaire. Je pense notamment au secteur de l'alimentation durant la dernière pandémie ou disons la crise actuelle. Jamais n'a-t-on manqué de rien dans les épiceries. Jamais est-ce qu'il y avait des produits qui étaient non accessibles. Et ça, c'est grâce au fait que des travailleurs et des travailleuses sans statut ou à statut précaire ont pris des risques, se sont rendus dans leur corps de travail, souvent dans des conditions très risquées, souvent très proches les uns des autres, ont fait des sacrifices incroyables et ont mis en danger leur sécurité pour qu'on ne manque de rien, ne serait-ce que du volet alimentaire. On peut penser dans le secteur des transports la même chose, on peut penser dans le secteur de la sécurité, on peut penser à plein d'autres secteurs où jamais ces gens n'ont cessé de nous aider, de contribuer à notre société pendant la crise dont on connaît. Alors, je pense qu'il est très important et très rapidement qu'on ouvre un programme beaucoup plus élargi, beaucoup plus général, le plus large puisse-t-il être pour pour récompenser les gens qui ont fait des sacrifices incroyables durant cette situation exceptionnelle de pandémie. Alors, je pense qu'il faut agir rapidement. Merci beaucoup. Merci, Guillaume. J'aimerais maintenant demander à Ramatoulaye Diallo, qui est trésorière et responsable du comité Immigration et Relations interculturelles au Conseil central de Montréal métropolitain de la CSN, nous expliquer comment la précarité des statuts de plusieurs personnes migrantes affecte le droit au travail. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. OK, merci.
Alors oui, je pense que merci de nous avoir invités pour ce panel. C'est vraiment extraordinaire parce que là, on voit qu'on humanise un peu les personnes exclues de la société. Alors, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec doivent élargir leurs programmes spéciaux afin que toute personne y soit admissible. On a largement documenté les contributions des personnes migrantes aux services essentiels pendant la pandémie. Ils rendent des services, mais dans quelles conditions? Plusieurs sont exploités par des agences de placement, d'autres travaillent au noir parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Dans un cas ou dans l'autre, les personnes migrantes à statut précaire ou sans statut sont laissées à elles-mêmes. Elles ne sont pas syndiquées et ne sont pas éligibles à la plupart des programmes de protection des travailleurs. Elles n'ont pas d'assurance, pas de congé payé, pas de congé de maladie, pas de déclaration d'accident, etc. Les agences de placement dans le domaine de la santé qui engagent des personnes sans statut en les exploitant ont contribué à la propagation du COVID-19 en favorisant le roulement du personnel. Les travailleurs migrants ont été exposés au virus sans équipement de protection. Ce sont pourtant des institutions publiques comme les SUS, les CIS, les CHSLD, les hôpitaux qui font appel aux agences de placement pour les travailleurs dans le domaine de la santé, mais aussi pour l'entretien, la sécurité, etc. Ce qui contribue par le fait même à fragiliser le système public. On fait appel aux agences de placement parce qu'on manque de personnel et on manque de personnel de plus en plus parce que des travailleurs fatigués, des horaires brisés et des heures supplémentaires obligatoires quittent leur emploi pour aller travailler pour des agences et ont recours à des personnes immigrantes qui comblent les absences. Nous devons régulariser les statuts des personnes migrantes à statut précaire ou sans statut pour leur permettre d'exercer leurs droits. Nous déplorons que le programme spécial des demandeurs d'asile en période de COVID ne soit accessible qu'aux demandeuses et demandeurs d'asile ayant prodigué des soins directs aux patients et ce seulement durant la première vague de la COVID. C'est urgent à ce que le programme soit ouvert à toutes les personnes ayant travaillé dans les services essentiels puisqu'elles ont aussi risqué leur vie et permis au personnel soignant de s'occuper des personnes vulnérables et malades. Or, le programme annoncé exclut, par exemple, les gardiens de sécurité et le personnel d'entretien dans les établissements de santé, les éducatrices en service de garde, le personnel des épiceries, celui de l'industrie agroalimentaire, etc. Les critères du programme excluent également certains demandeurs d'asile ainsi que les personnes détenant un permis de travail temporaire ou dont le permis de résidence est échu. Nous demandons au gouvernement qu'il reconsidère la situation et qu'il élargisse ses mesures de régularisation pour qu'il soit le plus inclusif possible. Le Conseil central du Montréal métropolitain, CSN et la CSN demandent aussi que toutes les personnes résidant sur le territoire québécois puissent disposer d'un statut et de documents légaux leur permettant de travailler et de se loger décemment et sans risque d'exploitation et leur accordant l'accès aux services de santé publique, à des services de garde, à la petite enfance et à l'éducation de leurs enfants. Merci. Merci, Madame Diallo, pour cet éclaircissement concernant la marginalisation des travailleurs migrants et travailleuses migrantes essentielles. J'aimerais qu'on prenne un moment pour voir et entendre comment certaines personnes ont vécu la situation. Je vous invite à écouter ces courageuses personnes, certaines à visage découvert et d'autres dont l'identité ne peut être révélée, qui ont accepté de parler à la caméra pour faire part de leur expérience. Leurs témoignages font l'objet d'une capsule qui servira à sensibiliser la population aux enjeux liés à la situation précaire de ces travailleurs migrantes et travailleuses migrantes essentielles. Camille, veux-tu lancer la capsule? Je me nomme Mamadou, je suis un travailleur de CHSLD, laquelle où je travaille avec des patients atteints par le COVID. Je m'appelle Diana.
Durant la pandémie, j'ai fait le nettoyage dans les bâtiments. Je m'appelle Johnny Ismael Velázquez Gutiérrez. Durante la pandemia, yo también cooperé para llevar alimentación a la casa de los quebequenses. J'ai été atteint par le virus. J'ai eu vraiment la difficulté parce que je n'avais pas aucune assurance maladie. Había insultos, no me pagaban puntual y completo. Ma demande de protection a été refusée. Je suis mère monoparentale. Moi aussi, je suis essentielle. Je suis esencial. Nous sommes tous essentiels. Donc, pour tous ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui, je vous invite à visionner de nouveau la capsule sur amnesty.ca/essentiel et surtout à la partager sur vos médias sociaux. Après avoir vu et entendu ces quelques témoignages, comme moi, vous serez sans doute curieuse d'en apprendre davantage sur comment ça se passe au quotidien pour les personnes migrantes. Viviana Medina, vous êtes organisatrice communautaire au Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes et immigrants. Pouvez-vous nous parler des enjeux auxquels vous faites face dans le cadre de votre travail? Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. L'exploitation, les congédiements injustifiés, les salaires impayés, la manque d'équipement de travail, le travail forcé, la séquestration, l'harcèlement psychologique et sexuel, les agressions physiques, les insultes, les accidents du travail, les maladies chroniques, la discrimination, la traite de personnes et les décès sont les cas que nous traitons jour à jour au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Les travailleurs et travailleuses migrants ont toujours été soumis aux pires formes d'abus sur les lieux de travail, tant physiques que sexuels, et beaucoup rentrent chez eux dans des cercueils. Avec la pandémie, l'importance du travail migrant est devenue plus évidente que jamais. Elle a toujours été. Ni le Canada ni le Québec ne peuvent plus le cacher ni le nier. Depuis la pandémie, le Canada a ouvert ses frontières uniquement pour permettre l'entrée des avions avec des travailleurs et travailleuses temporaires. Beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. En même temps, le Québec, comme le reste du Canada, compte avec la main-d'œuvre de milliers de travailleurs et travailleuses sans statut, qu'ils ne veulent pas les reconnaître, mais dont le système profite énormément. Les crises mettent souvent en évidence les problèmes sociaux et économiques existants. Cette pandémie a une fois de plus mis en évidence les politiques violentes et discriminatoires du Canada et du Québec à l'égard des immigrants. La pandémie et les crises qui l'accompagnent rendent la défense des droits des migrants à un travail décent extrêmement important. Les droits à la vie, à la santé, à les bonnes conditions de travail, à la sécurité de l'emploi, à les salaires justes et les droits à la syndicalisation sont plus que jamais une priorité et c'est urgent. Il n'y a rien de nouveau maintenant. Nous dénonçons depuis des années les abus et les inégalités sociaux auxquels les immigrants sont exposés. Sauf que la société vient de se rendre compte que les immigrants sont mépris depuis plusieurs années, sont en fait une main-d'œuvre essentielle pour rouler le pays. Nous sommes toutes et tous essentiels pour la santé, l'économie et la survie de la société. Donc, pour la justice et la dignité des travailleurs et travailleuses migrants, nous demandons qu'un programme urgent de régularisation soit mis en place pour toutes et tous et la reconnaissance complète de tous leurs droits humains, compris les travailleurs et travailleuses temporaires, en particulier pour les travailleurs et travailleuses agricoles qui ont été toujours exclus des programmes d'expérience québécois concernant les droits appliqués à la résidence permanente, en commençant pour la délivrance de permis de travail ouverts. Nous voulons un statut pour toutes et tous parce que nous sommes toutes et tous essentiels. Merci beaucoup.
Merci Viviana, c'est vraiment très intéressant. Ça nous amène plutôt à ma dernière question. Mamadou Konaté, vous avez eu le courage de faire une sortie publique l'automne dernier et de parler de votre expérience. Vous avez vous-même vécu une expérience que peu d'entre nous peuvent imaginer, c'est-à-dire travailler en CHSLD pendant une pandémie. Vous avez même été parmi les travailleurs de la santé qui ont été affectés par la COVID, mais vous avez continué de travailler à la suite de votre guérison. J'aimerais que vous nous parliez des défis que vous vivez au quotidien et qu'est-ce que vous souhaitez comme solution? Je crois que Mamadou, il faut que vous vous mettiez, vous êtes sur mute. Débloquer peut-être le micro. Ah, voilà, Vous me recevez? c'est parfait. Ok. Je me nomme Mamadou et je suis d'origine ivoirienne. Je vis au Québec depuis le 2 février 2016. Jusqu'à présent, je n'ai qu'un statut. Je travaille dans plusieurs domaines en tant qu'un demandeur d'asile qui n'a jamais réussi d'avoir un statut. Quand ma demande a été refusée, pendant le début des premières vagues de pandémie, il y a un appel qui a été fait par M. le Premier ministre François Legault. Nous avons répondu à cet appel. On était nombreux migrants sans statut, je n'étais pas le seul. Donc, à ce moment, c'était un moment qui était très difficile parce qu'on était parfaitement conscient. Le Covid, ce n'est pas quelque chose qui était prévu par le gouvernement. C'est tout un coup, on se retrouvait dans une crise sanitaire. Aussi, dans le CSL2, il y avait vraiment manqué de gens, il y avait manquant de gens pour travailler. Donc, cet appel a été lancé. On a répondu à cet appel automatiquement. Mais quel était le plus difficile dans ce moment? Parce qu'il n'y en avait aucun équipement. Le gouvernement n'était pas suffisamment prêt pour ça. Mais à ce moment, on travaille avec, ça c'est des masques qu'on portait. Après, en principe, cette masque, dans le CHSLD, je pense que moi, 2 heures du temps, quand tu portes au moins pendant 2 heures du temps, tu dois les changer. Quand tu travailles dans le domaine de la santé, parce que nous, on travaille dans un endroit où tous les patients sont atteints par le virus. Mais il n'y en avait pas. Cette masse-là, on nous donnait au moins 2 masques pour toute la journée. Souvent même, il y en a 2, il n'y en a pas. On faisait toute la journée avec ça. Pendant la pause, et tu attrapes, c'est la nef qui attrape, après encore tu le reportes. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui ont été infectés par le virus. À cause de ta on était conscient, on savait qu'il n'y en avait pas. Même, il y a les protèges, les lunettes qu'on portait. Il y en a quand tu portes pendant 2 heures de temps, on dit que tu dois changer, mais ça, on portait par semaine. Et tu portes le soir, tu vas le désinfecter, tu le portes à la maison, et le lendemain, tu viens avec ça. Moi, j'étais chargé de faire l'entretien de 24 chambres par jour. Après, j'ai été infecté par le Covid. Mais quand j'ai été infecté, je n'avais aucune assurance maladie. Et mon employeur aussi, depuis le jour où j'ai été atteint par le Covid, il m'a dit, oh, Mamadou, désolé, c'est que tu es tombé malade, ça s'arrêtait, il m'a pu communiquer avec moi. Je suis resté à la maison et je suis rentré en contact avec la santé publique. Au moins, la santé publique m'a appelé, ils m'ont dit, oui, tu es atteint par le virus, tu ne dois pas t'approcher de quelqu'un, etc. Est-ce que tu as une assurance? Je dis, non, je n'ai aucune assurance. Il dit, mais comment tu fais pour vivre? Je dis, c'est ce que je faisais pour vivre, c'est travailler pour vivre. Mais là, je ne sais pas, je n'ai aucune couverture médicale. Ils m'ont dit, ah, désolé, tu peux voir avec le Solidarité sans frontières, etc. C'est là que je suis rentré en contact avec Solidarité sans frontières. Et c'est Mairie qui m'a apporté souvent la nourriture avec mes amis, Amélia et Philippe, qui me donnaient des coups de main à vivre. Donc, et je suis resté comme ça. Après, lorsque ma santé s'est rétablie, et je me suis retourné encore, commencé à travailler. Donc, ça travaille. Après, il y a une annonce qui a été faite par le gouvernement qu'ils vont aller régulariser la situation de travail de CSLD. Donc, j'ai appelé à la migration. Je leur ai demandé, ils m'ont dit oui que c'est vrai, effectivement c'est vrai. Ils vont régulariser la situation de ceux qui ont travaillé dans le CSLD. Donc, ils m'ont dit, est-ce que je travaille? Je dis oui, moi je travaille. Ils disent, est-ce que tu as les preuves? Je dis oui, j'ai les preuves. Ils prouvent que j'ai travaillé. Donc, ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de problème. On va t'envoyer un lien par email. Là, tu vas nous transférer tes preuves. On va ajouter tes dossiers.
Donc, je les ai envoyés. Je les ai envoyés quelques jours. J'ai appelé mon avocat que je vais me rendre à la migration pour aller régulariser ma situation parce que je les avais déjà envoyé le dossier. Donc, là, je suis allé maintenant avec, dans un mois plus tard, un mois après, je suis allé à la migration pour aller régulariser ma situation. Donc, j'ai été arrêté. Et j'ai été arrêté pour me conduire dans le centre de détention de Laval. J'ai fait précisément 6 semaines, un mois, 2 semaines là-bas. Et j'ai été détenu. Et j'ai passé presque 3 audiences avant que j'ai été libéré avec une caution de 7 000 $, avec certaines conditions qui ne me permettent pas de travailler. Donc, que je devrais me présenter au moins chaque semaine à la migration pour aller signer, me présenter. Donc, après, ils ont changé la condition. Là, maintenant, c'est chaque mois que je viens me présenter. Donc, c'est ce que j'ai vécu pendant cette Covid. Et là, je voulais juste profiter aujourd'hui pour dire au gouvernement. Et après, on nous fait savoir que non, nous qui faisons l'entretien ménager, ce programme, ça ne nous concerne pas. Donc, je me suis dit, mais quand on dit ceux qui faisaient les entretiens ménagers ne sont pas dans le programme je vois ça comme quelque chose, comme un recul de démocratie. C'est lui qui fait l'entretien ménager d'une chambre par jour. S'il ne rentre pas, l'infirmière n'est jamais rentré pour aller faire son travail. C'est toi qui dois rentrer, même si le patient a fait son besoin, c'est toi qui vas t'appeler. Tout ce qui est son tu dois être en contact même avec lui parce que tu es à côté de son lit. C'est toi qui dois tout nettoyer dans sa chambre. Maintenant, on te dit non, dans ce programme, et tu n'es pas dedans. Tu fais même travail avec quelqu'un, mais ce qui est comme profit, toi, tu n'es pas dedans. Maintenant, après, on nous parle de la démocratie. Donc, moi, je voulais profiter, dire vraiment au gouvernement qu'il n'a qu'à vraiment prendre la bonne décision. Parce que les gens ont vraiment pris des risques. Les risques que nous avons. Moi, je me souviens, souvent le matin, si je montais dans le métro pour aller au travail, tout le monde sait à partir de 7 h à Montréal, il y a combien de personnes, 7 h à 8 h qui sont dans le métro. Souvent, je me retrouvais seul dans le métro. Souvent, on voit 2 personnes dans le métro. 17 h aussi, si je quitte au travail, je monte dans le métro. Souvent, on est 2 personnes ou 3 personnes. Je me pose la question, tout ce monde-là sont allés où? On a pris tous ces risques-là pour une société démocrate, un pays où tout le monde entier vient étudier ici pour apprendre les droits, pour dire, voilà, appliquer dans les autres pays. Mais aujourd'hui, comment on nous traite dans cette société? Et moi, je me dis, mais la liberté est un droit pour tout un chacun. Donc, c'est vraiment quelque chose, souvent, même quand je réfléchis à ça, souvent, je ne crois pas. Je ne sais pas le seul. Avec tous ceux qui ont travaillé ensemble, majorité, c'était les migrants. Tous ces gens sont atteints par les virus. Et tous, majorité, ceux qui n'ont pas, tous ceux qui ont travaillé ensemble ont été atteints par les virus. Il y en a même là, ils n'ont aucune famille ici. Il y en a même qui ne savent même pas parler français. Nous autres, au moins, on s'explique un peu en français. Il y en a qui ne savent pas parler français, ni anglais, en espagnol. Ils n'ont aucun espoir ici. Donc, c'est vraiment compliqué. Il faut que le gouvernement canadien puisse changer au moins son système de migrants. Moi, j'ai été réfugié dans plusieurs pays, des pays où le Canada est plus que développé que tous ces pays-là, mais ce n'est pas comme ça on traite les gens. J'ai été au Nigeria, la guerre a commencé en Côte d'Ivoire en 2002. Moi, je commençais à réfugier. Il y en a réfugiés dans plusieurs pays, pour les pays qui ne sont pas développés, mais même si tu ne gagnes pas boulot facile, au moins la liberté se trouve dans l'esprit. Donc, vraiment, ce que je voulais expliquer, qu'au moins, c'est les peuples qui savent qu'en réalité, ce qui se passe vraiment, il y a vraiment injustice dans ce système. Qu'ils puissent vraiment voir la situation des migrants. On prend beaucoup de risques ici. Même tout le travail dangereux dans les centres de tri, tout ce qui est travail dangereux au Québec, ici, c'est les migrants qui font. Moi, j'en ai travaillé dans plus que 7 à 8 centres de tri au Canada ici. J'ai travaillé pour Hydro-Québec, j'ai travaillé pour Commission scolaire de Montréal, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Tout où il y a les risques ici, ce sont les migrants qui sont là-bas. Mais comment on les remercie? Donc, vraiment, ce que je voulais faire comme témoignage, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Konaté, pour votre courage et votre candeur. Je remercie également tous les intervenants présents aujourd'hui. J'aimerais aussi, avant de passer à la période de questions, souligner l'engagement des 5 intervenants pour les droits humains. Vos interventions étaient touchantes. Ça fait réfléchir. Alors, merci beaucoup. Je souhaite maintenant ouvrir la période de questions. Je vous rappelle que seuls les médias ont la possibilité de poser leurs questions et je les invite à le faire. Donc, quelques consignes avant de commencer. Levez la main virtuellement en utilisant le bouton en bas de votre écran.
Je vais vous inviter à prendre la parole. Lorsque je vous aurai donné la parole, présentez-vous brièvement et indiquez à qui vous adressez votre question. Alors, je regarde tout de suite qui lève la main. Un instant, donnez-moi une petite seconde. Voyons voir. Hop. Pour l'instant, il n'y a personne. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Si jamais vous avez un petit problème technique pour lever la main, dites-le nous, faites-le nous savoir. Toujours pas. Je regarde dans les commentaires. Non. Ah, voilà. Alors, médias. Un instant, je viens de voir. Alors, on a 2 journalistes. Je suis désolé, j'essaie de regarder dans la liste. Il y a une question dans le Q&A. La voici. Alors, une question pour Monsieur Konaté. A-t-il aujourd'hui de l'aide et comment aider? Pour Mamadou. Oui. Est-ce que vous recevez de l'aide en ce moment? Ouais, je pensais à recevoir de l'aide, oui, mais là, j'ai reçu mon permis, je dois commencer à travailler. Je commence à travailler dans cette semaine. Et de l'aide, oui. Parfait. Je regarde si on a d'autres questions. Chris, on a une question dans par une des médias. Donc, on va pouvoir lui laisser la parole à l'oral. Parfait, ben faisons ça. On vous écoute. Peut-être vous mettre sur... regardez si vous êtes sur mute. S'agit-il de Carla Meza, peut-être? Oui, Carla Meza, vous avez la parole. Si vous voulez prendre la parole à l'oral, vous pouvez désactiver votre micro puis poser votre question. Non? Les joies du Zoom. Ah, elle n'est pas capable de désactiver le micro. Bah, peut-être écrivez-le et puis on va le lire. En attendant, peut-être que Carla Meza écrive sa question. Il y a une autre question qui est rentrée. Quels sont les liens qu'Amnesty International francophone arrive à faire entre ses propres dossiers, par exemple entre travailleurs étrangers et conditions de travail des personnes des Premières Nations, métisses, inuits en milieu urbain? Oui, bonjour. En fait, le lien, c'est les droits. C'est les droits de la personne, c'est les droits humains. Alors, comme je disais en introduction, Amnesty défend l'ensemble des droits humains de toutes et de tous. Alors, chaque groupe qui voit ses droits bafoués, dans ce cas-ci, la question tourne autour du travail, va présenter des particularités. Ça ne sera pas les mêmes discriminations, ou en tout cas, elles ne seront pas faites sur les mêmes bases, mais au final, ce sont les droits qui sont bafoués. Et donc, les conditions de travail de ces personnes-là vont à l'encontre de nos chartes et vont à l'encontre de la Charte universelle des droits de la personne. Donc, le lien, il est à la fois large et très simple, en fait.
Donc, les personnes dont on parle aujourd'hui, qui sont des personnes sans statut ou à statut précaire, elles sont particulièrement vulnérables parce qu'elles n'ont pas ou peu d'identité, si vous voulez. Et donc, elles n'ont pas un droit, elles ont un droit limité, en fait, d'être sur le territoire. Cela étant dit, en fonction des chartes, leurs droits humains doivent être respectés et si elles travaillent, elles doivent travailler dans de bonnes conditions de travail et avec des salaires décents, etc. Donc, c'est la même chose pour les personnes autochtones et d'autres personnes qui sont marginalisées ou vulnérables et qui seraient donc à la merci de personnes sans scrupules et qui seraient plus facilement, entre guillemets, exploitables. Alors, les droits sont les mêmes pour toutes les personnes, peu importe qui elles sont et peu importe le statut qu'elles ont. Merci beaucoup. Alors, regardons si Carla Meza a réussi à ouvrir son micro. Non? Alors, sinon, je peux enchaîner avec une autre question qui… Ah, la voilà. Alors, je vous lis la question. Dernièrement, la motion visant la régularisation des personnes sans statut présentée au conseil municipal de la ville de Montréal a été acceptée. Est-ce que cela pourra véritablement avoir un poids sur le travail des organismes qui luttent pour faire pression au gouvernement fédéral? Et comment est-ce qu'Amnesty International travaille pour cela? C'est peut-être une autre question pour France-Isabelle. Oui, je relis la question. Non, en fait, je ne sais pas… Est-ce que vous pouvez me relire la question? Désolée. Je la relis, absolument. La bonne question, je ne la trouve pas. Donc, et oui, bien sûr, je la relis. Dernièrement, la motion visant la régularisation des personnes sans statut présentée au conseil municipal de la ville de Montréal a été acceptée. Est-ce que ça pourrait véritablement avoir un poids sur le travail des organismes qui luttent pour faire pression au gouvernement fédéral et comment est-ce qu'Amnesty International travaille pour ça? À la première partie de la question, la déclaration, la motion de la Ville de Montréal est très bienvenue. Donc, c'est un outil de plus, c'est un allié de plus, c'est une pression de plus et c'est l'ensemble de ces pressions, de ces demandes qui finissent par avoir éventuellement un effet. Donc, effectivement, l'immigration est de ressort fédéral. Donc, c'est d'abord le fédéral qui doit agir. Dans le cas du Québec, il y a toujours une entente un peu particulière comparativement aux autres provinces. Donc, le Québec a un droit de regard et a aussi son mot à dire. Et donc, avec le programme qui a été annoncé de régularisation des statuts, il doit y avoir une entente entre le Canada et le Québec. Donc, c'est important de faire aussi pression sur le Québec pour que le Québec soit plus… ouvre un peu plus les valves et soit plus accueillant, plus prompt à accueillir ces personnes-là. Autrement, le travail que l'on fait, c'est ça, c'est-à-dire de faire pression, de faire du plaidoyer auprès des gouvernements pour qu'ils révisent leurs pratiques, pour qu'ils changent des lois et dans ce cas-ci, qu'ils acceptent de régulariser donc le statut des personnes des personnes sans statut ou à statut précaire. Non seulement en fonction de l'intention annoncée, mais en fait, ce qu'on demande, c'est d'aller au-delà et que l'ensemble des personnes qui se trouvent actuellement sur le territoire, qui sont sans statut ou à statut précaire, soient régularisées, étant donné la situation que l'on vit, étant donné la situation de pandémie. Donc, tous les travailleurs essentiels, donc tous ceux et celles qui sont exclus de l'actuel programme, mais toutes les personnes qui, travailleurs essentiels ou pas, sont sans statut. Donc, c'est le travail qu'on fait. Il y a une pétition en ligne sur notre site Internet, là où notre campagne est présentée. Et on vous invite donc à signer cette pétition-là. Plus il y aura de signatures, plus forte elle sera, plus la voix ou le travail d'Amnesty sera fort. Et plus ça exercera évidemment une pression. Vous pouvez aussi interpeller vos propres députés dans vos
régions respectives sur ces questions. Parfait. Peut-être un follow-up sur cette question-ci. Comment est-ce qu'Amnesty International compte aller chercher l'appui des régions nécessaires pour que le gouvernement provincial prête oreille à cette demande? Les régions nécessaires, en fait, c'est pas les régions, c'est les provinces. Alors, nous, on travaille directement avec cette campagne-là sur le gouvernement du Québec, étant donné notre situation géographique, mais aussi parce que c'est le gouvernement qui est le plus restrictif en ce moment. Mais on travaille de concert avec nos collègues d'Amnesty International Canada anglophone. Et bien sûr, nos revendications au gouvernement fédéral s'appliquent à l'ensemble des personnes sur le territoire canadien. Parfait. Je regarde si on a d'autres... merci Carla pour ces questions. Si on a d'autres questions venant des médias, voyons voir. Je regarde dans la catégorie médias de notre chat. Je ne crois pas. Voyons voir. Non, ça on l'a déjà fait. Question peut-être un peu... Ah, un instant. C'est bon, on peut conclure. Parfait. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. C'était très, très intéressant d'entendre tout ça. Je te laisse la parole, Francis-Isabelle, pour le mot de la fin. Ah, tu es sur mute. Voilà. Merci. Donc, je vous remercie toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Je remercie tous les intervenants et les intervenantes et je vous remercie particulièrement vous, Chris Bergeron. Vous êtes vice-présidente au contenu expérientiel chez Cossette. Et donc, on vous remercie sincèrement d'avoir animé ce midi causerie. C'est très apprécié. Et donc, encore une fois, avant de vous quitter, je vous rappelle donc que vous pouvez aller sur notre site Internet et signer la pétition et trouver tous les autres outils qui vous permettront de participer activement à cette campagne en vue de la régularisation des statuts des personnes sans statut ou à statut précaire sur notre territoire. Et je voudrais sincèrement remercier donc Joni, Diana et Mamadou qui ont accepté de témoigner. Je vous invite vraiment très fortement à aller visionner leur témoignage. C'est très émouvant et c'est très convaincant. Il s'agit de 3 personnes qui sont extrêmement dignes et courageuses à l'image des personnes qui aujourd'hui sont sans statut ou à statut précaire sur notre territoire et qui, malgré tout, tous les jours, vont travailler et font en sorte, s'occupent de leurs enfants, font en sorte qu'ils aillent à l'école, prennent soin le plus possible dans des conditions très difficiles. Alors, voilà. Merci à tout le monde. Bon lundi, bonne semaine. Bonne semaine tout le monde.